Bonsoir à toutes et à tous, merci beaucoup de vous être déplacés pour cette conférence. C'est vraiment un grand honneur pour moi d'être ici et de donner cette présentation. Sur deux de mes sujets de prédilection de recherche, le premier qui concernera l'habitabilité des planètes, et puis le deuxième qui concernera l'étude des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes qui tournent autour d'autres étoiles que le Soleil. Et donc dans cette présentation, je vais d'abord vous emmener voyager à travers quelques-unes des planètes du système solaire, en particulier la Terre, Mars et Vénus, parce que en fait, ce sont sur ces trois planètes qu'on a appris la plupart de nos connaissances sur l'habitabilité des planètes. Et puis ensuite, dans une deuxième partie, qui sera la partie principale de cette conférence, je vous parlerai des exoplanètes et de comment on commence à les utiliser, notamment grâce à un tout nouveau télescope qui s'appelle le télescope JWST, pour pouvoir essayer d'en apprendre un petit peu plus sur ce qu'on appelle l'habitabilité des planètes. Alors avant toute chose, j'ai besoin de définir ce que j'entends dans cette conférence par l'habitabilité des planètes, parce qu'il existe un sort de malentendu entre ce que parfois le grand public perçoit de cette notion d'habitabilité et sa définition réelle qui est utilisée dans le monde de l'astrophysique et de la planétologie. Et donc pour cette conférence, je vais simplement définir une planète habitable comme étant une planète qui réunit toutes les conditions nécessaires à l'apparition et au développement de la vie telle que nous la connaissons sur Terre, sachant qu'en l'état, la Terre est la seule planète qui fait état, entre guillemets, de présence de vie. Et donc sur la base de notre expérience de la vie sur Terre, on sait que la vie a besoin à minima, c'est une condition suffisante, mais probablement pas nécessaire, mais probablement pas suffisante, de 4 ingrédients. Le premier, de carbone, et de tout un tas de nutriments, dont les schnops, dont vous avez un petit peu entendu parler lors de ce festival, pour fabriquer ce qu'on appelle des molécules complexes, nécessaires aux vivants. On a ensuite besoin d'une source d'énergie. Sur Terre, c'est bien évidemment en particulier le Soleil, qui va apporter des photons pour alimenter toutes les réactions pour former ces molécules complexes. D'eau liquide, comme solvant. Et le dernier élément, qui est probablement le moins intuitif, d'une surface pour apporter les conditions de stabilité suffisantes pour permettre a priori à la vie d'apparaître et de se développer. Il y a eu de nombreuses spéculations sur la possibilité, en particulier, que la vie puisse se développer dans les nuages d'atmosphère de planètes, comme Jupiter ou comme Vénus, mais a priori, les conditions de stabilité sont pas super bonnes, et donc on va se concentrer ici pour cette conférence vraiment sur des planètes habitables, sont des planètes qui possèdent de l'eau liquide, et plus particulièrement de l'eau liquide en surface. Pourquoi ? Parce que, alors ça c'est vraiment dans le cadre de cette conférence, dans le système solaire, il existe un certain nombre de mondes planétaires, ou de lunes, qui possèdent de l'eau liquide, mais en sous-surface, qui sont des mondes extrêmement intéressants à explorer, notamment d'un point de vue de leur habitabilité, mais qui possèdent un inconvénient, ce que j'ai rappelé ici. Le premier, c'est que ces océans en sous-surface, ils sont extrêmement difficiles à explorer. Et puis surtout, une des grandes différences qu'on a quand on étudie une planète ou un objet qui a des océans en sous-surface, c'est que la vie, a priori, là-bas, ne peut pas se développer en surface et donc affecter l'atmosphère de la planète, d'accord ? Bénéficier de l'énergie de son étoile, et ce, afin de pouvoir modifier l'atmosphère d'une façon détectable. Et ça, c'est particulièrement intéressant et important quand on va vouloir étudier les exoplanètes, qui sont des objets très lointains, et dont la seule fenêtre d'observation à disposition sera l'étude de leur atmosphère. Et donc, je vais me concentrer dans cette conférence sur l'habitabilité des planètes en surface, et donc la capacité, si vous voulez, qu'ont les planètes à avoir de l'eau liquide en surface, comme sur Terre aujourd'hui. Alors, si on veut en savoir un petit peu plus sur l'habitabilité des planètes en surface, la plupart des connaissances qu'on a apprises en fait, au cours de ces dernières décennies, elles reposent essentiellement sur l'étude de ces trois astres, Mars, Vénus et la Terre. Et donc, ce que je vais faire dans les prochaines minutes, c'est vous donner quelques clés de compréhension de comment on a, grâce en particulier à des études portées par des missions spatiales, mais aussi des études théoriques, acquis un certain nombre de connaissances sur l'habitabilité des planètes. La première, c'est Mars. Alors Mars, aujourd'hui, c'est une planète qui est très froide et sèche, avec une pression de surface extrêmement faible, presque 200 fois plus faible que sur Terre, mais essentiellement constituée de dioxyde de carbone. Des températures de surface qui sont extrêmes, de moins 130 à plus typiquement 30 degrés Celsius,
Alors, il existe des régions sur Mars, en particulier l'été, où la température peut atteindre 30 degrés Celsius. Mais par contre, partout où il fait 30 degrés Celsius, il n'y a jamais d'eau disponible, si vous voulez, pour être à l'état liquide. On pourrait qualifier, si vous voulez, en quelque sorte, le climat de Mars aujourd'hui comme étant un climat ultra aride. Si on regarde maintenant un petit peu la quantité d'eau sur Mars aujourd'hui, on a une quantité d'eau qu'on appelle une couche globale équivalente de 30 mètres d'eau, essentiellement sous forme de glace au niveau des pôles et un petit peu sous la sous-surface de Mars. Et en fait, cette unité de couche globale équivalente, c'est une unité qui est assez pratique et qui consiste simplement à faire un petit peu le raisonnement abstrait suivant. Si vous prenez la totalité de l'eau qui est contenue dans les calottes de Mars et dans la sous-surface, et que vous la distribuez de manière équitable à la surface de Mars, vous calculez, enfin vous comptez quelle est l'hauteur de cette couche, et ça vous donne quelque chose de typiquement de 30 mètres d'eau équivalent. Alors ce qui est intéressant, c'est que si on observe la surface de Mars, on est capable, en observant certains des terrains les plus anciens, de remonter le passé de l'histoire de Mars. Et en particulier, c'est ce qu'illustre ici une image qui a été obtenue par la sonde Mars Express en orbite de Mars. Quand on observe certains des terrains les plus cratérisés, donc les plus anciens de la surface de Mars, on observe sur un certain nombre d'entre eux ce qu'on appelle des réseaux de rivières dendritiques, donc très développés. Donc vous avez ici un exemplaire. Vous avez ici un cratère, donc un ancien cratère de Mars, qui était probablement l'hôte d'un ancien lac, connecté à ces réseaux de rivières que vous voyez ici, avec beaucoup de ramifications, et qui laissent penser, et on le sait maintenant avec de grandes certitudes, que de l'eau liquide a coulé à la surface de Mars il y a typiquement 3,8 milliards d'années. Et donc, pour résumer un petit peu ça, on sait, on a maintenant, je vous ai montré une preuve, mais on a beaucoup de preuves, on a établi un consensus, presque un consensus, maintenant dans l'étude de Mars, qu'il y a 3,8 milliards d'années, Mars avait de l'eau liquide en surface et donc était habitable. Et ça, quelle leçon on en a tiré? On sait qu'aujourd'hui, l'atmosphère de Mars est très fine, mais par le passé, l'atmosphère était beaucoup plus épaisse. Et on pense, maintenant, avec forte certitude, que c'est cette atmosphère très épaisse, en particulier enrichie en CO2, qui a permis, il y a 3,8 milliards d'années, à Mars de maintenir de l'eau liquide à la surface. Pardon, excusez-moi, je reviens en arrière. Et donc c'est la perte de cette atmosphère qui a conduit à l'arrêt de son habitabilité. Donc si vous devez retenir une seule chose, une seule leçon, si vous voulez, que Mars nous a appris, c'est que pour des planètes qui sont très loin de leur étoile, comme c'est le cas de Mars, il faut que ces planètes possèdent une atmosphère épaisse, par exemple constituée de CO2, mais aussi d'autres gaz à effet de serre, pour pouvoir maintenir la température suffisante à la surface pour que l'eau liquide soit stable à la surface. Ça, c'est vraiment la leçon la plus importante que Mars nous a appris sur l'étude de l'habitabilité des planètes. Passons maintenant à Vénus. Quelques mots sur Vénus. Alors Vénus, c'est un peu l'extrême inverse, c'est une planète plus proche du Soleil que ne le sont la Terre et Mars. Elle possède aujourd'hui une atmosphère extrêmement épaisse, de près de 90 bars de CO2. Donc ce CO2 dans l'atmosphère, il va jouer un effet de serre vraiment extrême, qui va faire monter des températures à des températures, en particulier à la surface, de l'ordre de 400-500 degrés Celsius, donc des températures vraiment très élevées. Et puis si on compte la quantité d'eau dans l'atmosphère en particulier, sous forme de vapeur de Vénus, en fait, vous voyez qu'il y en a très peu, une épaisseur globale équivalente de 3 cm, donc ça c'est beaucoup moins encore que Mars. Alors, ce qu'on aimerait faire, un peu comme sur Mars, c'est observer la surface et peut-être voir des traces d'écoulement en liquide passer. Malheureusement, on ne peut pas faire ça, parce qu'il y a eu tout un tas d'événements qui ont lieu assez récemment, il y a quelques centaines de millions d'années, à la surface de Vénus, et qui ont effacé toute trace du passé très lointain de Vénus. Donc on ne peut pas, et ça vous voyez ici une image radar qui a été prise par la sonde américaine Magellan, de la surface de Vénus, on ne peut pas en fait facilement, comme on le fait sur Mars, remonter à potentiellement la géologie et l'hydrologie passée de Vénus. Le meilleur indice que l'on ait en fait à disposition pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur l'habitabilité passée de Vénus, c'est en observant ce qu'on appelle des rapports isotopiques. Donc l'idée, c'est que, par exemple, si on s'intéresse à l'eau sur Vénus, ou l'eau sur Mars, ou l'eau sur la Terre, l'eau, c'est H2O, 2 atomes d'hydrogène, 1 atome d'oxygène. Et l'eau, en fait, existe sous plusieurs formes. Sous plusieurs formes, on appelle ça isotopique. En particulier, les atomes d'hydrogène qui composent la molécule H2O, ils peuvent exister sous la forme d'un isotope lourd qu'on appelle le deutérium, qui possède un neutron de plus, et qu'on peut en fait exploiter pour en apprendre plus sur les climats passés et l'habitabilité passée de Vénus. Je m'explique. On a la capacité aujourd'hui de mesurer précisément, grâce aux sondes spatiales en orbite autour de Vénus,
la quantité non seulement de vapeur d'eau dans l'atmosphère de Vénus, mais aussi la quantité de la molécule dite HDO, c'est-à-dire la version de la molécule d'eau, mais avec un isotope plus lourd qui s'appelle le deutérium. Ici, vous avez un exemple, j'ai simplement extrait de l'article en question, qui est un des articles de référence de l'étude de l'atmosphère de Vénus, qui vous montre un exemple ici de comment la transmission ou l'absorption de la vapeur d'eau et de la molécule HDO change. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est que la molécule H2O et la molécule H2O, elles ont une signature qu'on appelle spectrale, qui est bien identifiable. Donc, en fait, la molécule d'H2O et la molécule d'H2O vont absorber à des couleurs qui leur sont bien spécifiques, à des longueurs d'onde qui leur sont bien spécifiques. Et en utilisant cette propriété, on est capable non seulement de mesurer la quantité d'eau dans l'atmosphère de Vénus, également la quantité d'H2O, de HDO, pardon, excusez-moi. Et donc on est capable comme ça d'en mesurer la quantité, quelle est la quantité de deutérium par rapport à la quantité d'hydrogène dans l'atmosphère de Vénus. Et ce qu'on se rend compte, et ça a été un des résultats frappants de l'étude de Vénus, c'est que ce ratio entre la quantité de deutérium et d'hydrogène, eh bien en fait il est beaucoup plus élevé sur Vénus que sur la Terre. Et ça, la manière la plus viable pour expliquer ce fait scientifique, c'est que si on fait l'hypothèse que les planètes se sont formées à peu près dans les mêmes conditions dans le passé, ça veut dire que Vénus avait beaucoup plus d'eau dans le passé, d'accord, que cette eau progressivement s'est échappée vers l'espace, et que finalement l'hydrogène qui est plus léger que le deutérium s'est échappé beaucoup plus efficacement, hein, et que progressivement la quantité de deutérium s'est accumulée dans l'atmosphère de Vénus. Et donc si on fait des calculs un peu d'ordre de grandeur et qu'on remonte, si vous voulez, le fil du temps, on se rend compte en faisant ces calculs que en fait, Vénus pourrait avoir eu jusqu'à presque 500 mètres d'épaisseur globale équivalente. Donc ça fait quand même beaucoup d'eau, hein, presque finalement la même quantité qu'il y a aujourd'hui d'eau sur Terre. Et ça a amené finalement à une réflexion dans la communauté scientifique pour se dire, si Vénus avait effectivement tant d'eau par le passé, que s'est-il passé, hein? Aujourd'hui, Vénus est une planète très sèche, très chaude. Et donc, on est venu avec essentiellement deux scénarios qu'on va confronter. Soit Vénus a par le passé, typiquement 3-4 milliards d'années dans le passé, a été une planète habitable avec des océans d'eau liquide à sa surface, et ensuite, toute l'eau s'est évaporée. Soit, deuxième option, finalement, Vénus a démarré avec beaucoup d'eau, essentiellement dans son atmosphère, et puis cette eau n'a jamais eu l'opportunité de se condenser à la surface et donc de former des premiers océans. À ce stade, en fait, les deux théories se confrontent et on n'a pas d'observation robuste qui nous permet de discriminer entre l'une et l'autre. Et pour ça, on va avoir besoin en particulier de futures missions spatiales vers Vénus, comme Envision, Da Vinci, Veritas, qui sont des missions sélectionnées et en cours de préparation. Mais si je dois résumer finalement ici la leçon que nous a appris Vénus, de l'étude de l'atmosphère de Vénus et de ses climats passés, c'est qu'il existe une limite chaude de l'habitabilité. Si on prend une planète comme la Terre ou ici comme Vénus et qu'on la met trop proche de son étoile, et en particulier, ici c'est le cas de Vénus, hein, en particulier du fait de l'effet de serre très très fort de la vapeur d'eau, on va avoir extrêmement de difficultés à maintenir des océans d'eau liquide à la surface d'une planète trop proche de son étoile. Soit parce que finalement la planète ne va pas réussir à les condenser et former des premiers océans, soit parce que ces océans vont se former peut-être, mais ensuite vont s'évaporer du fait de l'effet de serre de la vapeur d'eau dans l'atmosphère de la planète. Donc ça, c'est la deuxième leçon importante qui nous a été apprise par l'étude de la planète Vénus. Et enfin, passons à la Terre. Donc la Terre, bien sûr, l'objet qui est le plus étudié et que nous connaissons le mieux, qui est aujourd'hui une planète qu'on pourrait qualifier de tempérée et d'humide, avec une pression de surface de l'ordre de 1 bar, des températures de l'ordre de 14-15 degrés à l'heure actuelle, mais comme vous le savez, comme on l'a entendu aussi dans le reportage juste avant, ces températures tendent à augmenter avec le temps, hein, du fait de l'augmentation en particulier de la quantité de CO2 et de méthane dans l'atmosphère de la Terre. Et puis enfin, pour pouvoir un petit peu faire de la planétologie comparée, hein, je vous mets ici la quantité d'eau actuellement sur la Terre, qui est d'environ de 3 km d'épaisseur équivalente. Donc finalement, la planète parmi la Terre, Mars et Vénus, qui est la plus riche en eau à la surface aujourd'hui. Alors ce qui est intéressant, c'est que si on regarde la Terre, qui est une planète bien sûr la plus étudiée, on peut accéder, en étudiant les roches les plus anciennes de la Terre,
au climat passé de la Terre. Et quand on fait ça, ce qu'on se rend compte, c'est que sur presque 3-4 milliards d'années d'évolution de la Terre, les températures, les quelques températures qu'on a été capable de mesurer indirectement par l'étude de ces roches, nous laissent penser que finalement la surface et l'atmosphère de la Terre étaient assez tempérées, propices à l'existence d'océans et d'eau liquide. Et puis, et ça je voudrais vous indiquer ça sur ces courbes bleues que vous pouvez voir ici, qui indiquent en fait ce qu'on appelle des épisodes de Terre boule de neige, où on pense que la Terre était entièrement recouverte de glace, ou presque entièrement recouverte de glace. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que, visiblement, malgré le nombre important de ces épisodes appelés Terre boule de neige, la Terre a visiblement trouvé un mécanisme pour pouvoir s'en échapper naturellement. Et donc, si je dois résumer ce que je viens de vous raconter, je vous ai dit, voilà, la Terre a été presque continuellement habitable depuis 4 milliards d'années. Et l'étude de ces climats passés, elle nous apprend quelque chose de très intéressant, c'est qu'il existe en fait des cycles géophysiques, géochimiques, en particulier un cycle qui s'appelle le cycle des carbonates silicates, qui régule sur le long terme, sur l'échelle de millions d'années, de milliards d'années, la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Quand il fait froid, ce cycle tend à augmenter la quantité de CO2 dans l'atmosphère et donc réchauffer la planète par effet de serre. Et puis à l'inverse, quand il fait trop chaud, ce cycle réduit la quantité, en fait il se débarrasse plus facilement du CO2, donc il réduit la quantité de CO2, et donc l'effet de serre diminue et la température diminue. Et donc la Terre, finalement, si vous voulez, si on doit retenir une leçon importante de son étude, encore une fois dans le contexte de l'habitabilité des planètes, c'est que quand on a une planète, en tout cas on a un exemple d'une planète qui est habitable, et dont l'habitabilité, en fait, à travers les âges, s'explique naturellement par l'existence de cycles qu'on pourrait appeler de thermostats, qui vont stabiliser sur le long terme, ici sur presque 4 milliards d'années, les températures, le climat et donc l'habitabilité de la Terre. Et donc vraiment, là je crois que vous avez plutôt bien présenté les 3 leçons de la Terre, Mars et Vénus. Et pourquoi c'est important? Parce que sur la base de ces leçons, on a été capable en particulier d'élaborer sur un concept dont je pense la plupart d'entre vous ont déjà entendu parler, concept de zone habitable ou de zone tempérée, qui consiste simplement à établir une sorte de région, si vous voulez, de distance autour d'une étoile, ici par exemple dans le cas du système solaire du Soleil, autour duquel, finalement, si vous êtes trop proche, du fait de l'effet de serre de la vapeur d'eau, et ça c'est vraiment une limite stricte que nous montre l'étude de Vénus et des modèles qui ont été faits, si vous êtes trop proche de l'étoile, l'effet de serre de la vapeur d'eau va vous transformer une planète habitable en une véritable cocotte minute, si vous voulez, une véritable planète sauna dotée de vapeur d'eau. Et puis si à l'inverse, si vous êtes trop loin de l'étoile, ce qui se passe, c'est que soit vous avez une atmosphère avec beaucoup d'effets de serre, soit vous ne l'avez pas, et dans ce cas, la planète va être totalement gelée. Ça, c'est ce que nous apprend l'exemple de Mars. Et puis si vous êtes entre les deux, alors, ça ne vous garantit pas d'être habitable, mais en tout cas, on sait que avec l'exemple de la Terre, il est possible, si vous démarrez avec des océans, on connaît des mécanismes qui permettent à une planète de pouvoir stabiliser sa quantité de CO2 à travers les âges, et donc de pouvoir stabiliser son climat, peu importe les variations de paramètres orbitaux, d'insolation, etc., de l'étoile. Et donc ça, si vous voulez, ces 3 concepts que l'on a appris sur l'étude de Mars, de la Terre et de Vénus, c'est vraiment en quelque sorte les piliers sur lesquels on a basé tous les concepts de l'habitabilité planétaire. Et je pense que finalement, aujourd'hui, entre guillemets, on s'attend en tout cas de l'étude du système solaire à assez peu de changements, si vous voulez, dans ce paradigme. Par contre, on a un nouveau acteur, si vous voulez, dans la partie qui peut-être pourrait vraiment révolutionner notre compréhension et l'étude de l'habitabilité des planètes. Ce n'est pas un acteur, mais c'est des acteurs, et ce sont les exoplanètes. Et donc à partir de maintenant, et pour le reste de cette conférence, je vais vraiment essayer de vous parler des exoplanètes, et comment et pourquoi on espère que par l'étude de toutes ces exoplanètes, on puisse en apprendre plus, bien sûr sur les planètes au sens large, mais plus particulièrement dans le cadre de cette conférence, sur l'habitabilité et les critères d'habitabilité des planètes. Et donc simplement, avant que j'en dise un petit peu plus, j'aimerais juste clarifier quelque chose. Quand on étudie l'atmosphère de Mars et Vénus, on a accès à des informations qui sont très précises, puisque ce sont des objets qui sont très proches, autour desquels on a pu envoyer des missions spatiales, etc. A priori, on ne devrait pas être capable, en tout cas dans un futur plus ou moins proche, d'avoir des données de qualité similaire pour ces exoplanètes. Par contre, le vrai avantage qu'on a,
par l'étude des exoplanètes, c'est qu'on en a beaucoup. Et donc on est capable finalement, à l'échelle de population, de dizaines de planètes si vous voulez, d'essayer d'en apprendre plus sur ces concepts. Alors revenons un petit peu à la base, pour être sûr que je ne perde personne. Le domaine des exoplanètes, il a vraiment démarré, en tout cas d'un point de vue de la communauté scientifique, avec la détection de la première exoplanète connue, 51 Pégasi b, en 1995 par deux astronomes suisses, Michel Mayer et Didier Queloz. Et cette première exoplanète, elle était un peu surprenante puisqu'elle était d'un type finalement un type de planète qui n'existe pas dans notre système solaire, qu'on appelle des Jupiter chauds, qui sont une sorte de version de grande taille, si vous voulez, de Jupiter, mais très proche de leur étoile, tellement proche qu'on s'attend, en tout cas ici pour le cas de 51 Pégasi b, à ce que sa température soit de l'ordre de milliers de degrés Celsius, donc un objet très grand et très chaud. Et depuis cette première découverte, cette première détection, et en fait, on a énormément progressé sur notre connaissance. Et en particulier, c'est ce que vous montre ce diagramme, avec le nombre cumulé de détections d'exoplanètes par an. Vous voyez que le nombre de planètes détectées depuis 1995 a augmenté de manière quasi exponentielle. On arrive à 2024 à quasiment presque 5 à 6 000 exoplanètes qui ont été découvertes. Et on s'attend à ce que dans les prochaines années, ce nombre continue d'augmenter. Une grande partie en fait, de ces détections qui ont été faites, on les doit à une mission spatiale qui a joué un grand rôle pour notre domaine des exoplanètes, qui s'appelle la mission Kepler, et qui a en fait observé de 2009 à 2018, alors pas pendant toute cette période-là, mais qui a observé dans la première partie de la mission plusieurs centaines de milliers d'étoiles dans le ciel pour essayer de manière simultanée de trouver des planètes autour de ces étoiles. Et pour faire ça, ce qu'a fait le télescope spatial Kepler et les astronomes qui travaillaient sur cette mission, c'est d'exploiter, de tirer à leur avantage une technique d'observation qui s'appelle la méthode des transits et que je vais vous représenter ici sur cette animation. Donc si vous observez une étoile dans le ciel et que par chance, vous l'observez exactement dans la bonne géométrie, de sorte que quand la planète tourne autour de son étoile et qu'elle passe devant son étoile, elle passe aussi devant votre télescope, si vous l'observez, eh bien, ce qui va se passer, c'est que la quantité de lumière ou la luminosité que vous allez mesurer, elle va être stable, et puis quand la planète va passer devant, c'est ce que vous voyez dans cette animation à gauche ici, elle va diminuer, d'accord ? Vous allez voir une baisse de luminosité. Cette baisse de luminosité, on peut l'exploiter, d'abord pour découvrir l'exoplanète, bien sûr, mais ensuite, on peut exploiter la taille, la profondeur de ce transit pour mesurer la taille de la planète. On s'attend effectivement à ce qu'une planète qui soit grande vienne cacher une partie plus grande de l'étoile, donc produise un transit plus fort, puis une planète plus petite, au contraire, un transit plus petit. Ça, c'est la première information. La deuxième information, c'est qu'en mesurant ces transits de manière périodique, on va pouvoir accéder à la période de révolution de la planète autour de son étoile. Et donc, si on est capable de mesurer la période de révolution de la planète autour de son étoile, on peut aussi en déduire indirectement la quantité de lumière que reçoit cette planète, et donc en inférer, par exemple, une information sur sa température. Et c'est comme ça, par exemple, que l'une des toutes premières exoplanètes la toute première exoplanète qui a été détectée par cette méthode, on a pu mesurer sa taille, sa température, et on a découvert par cette méthode une nouvelle Jupiter chaude, une planète très grande, on le voyait sur le transit, et tellement proche de son étoile que sa température estimée doit être de l'ordre de quelques milliers de degrés Celsius. Alors je vous ai expliqué à l'instant que effectivement des planètes qui sont plus grandes, elles vont créer une signature qui est plus forte sur ces transits, ce qui veut dire que si on veut détecter une planète un peu comme la Terre, du rayon de la Terre, qui sont les planètes qui nous intéressent, si on veut justement tester nos concepts d'habitabilité sur ces planètes, c'est très difficile parce que le signal laissé par une planète de la taille de la Terre, il est très très faible. Et donc finalement, si on regarde la plupart des objets qui ont été révélés par la mission Kepler et des missions similaires, c'était surtout des grandes planètes, alors pas que des planètes de la taille de Jupiter, mais la plupart d'entre elles, en tout cas, avaient une taille significativement plus grande que la Terre. Et donc, on a mis au point dans la communauté une stratégie pour essayer, si vous voulez, d'aller chercher des planètes qui font la bonne taille, la taille similaire à la Terre. C'est qu'on s'est dit, finalement, une planète qui fait la taille de la Terre, on ne peut pas le changer, la planète, l'exoplanète, soit elle fait la taille de la Terre, soit elle ne la fait pas. Par contre, ce qu'on peut changer, c'est qu'on peut changer les étoiles autour duquel on va chercher ces planètes.
Et ça, c'est ce qu'on appelle dans la communauté l'opportunité des étoiles rouges. Je vais clarifier un petit peu. Quand on regarde un petit peu dans notre galaxie, en particulier dans notre voisinage, ce qu'on se rend compte, c'est que la plupart en fait, des étoiles qui existent ne sont pas des étoiles comme le Soleil ici, mais sont des étoiles qu'on appelle des étoiles rouges, ou des naines M, ou des naines rouges. Ce sont des planètes qui sont plus petites, mais aussi moins massives, plus froides, et surtout beaucoup plus rouges que le Soleil. Et pourquoi c'est une stratégie intéressante? Parce que finalement, quand vous allez essayer de trouver une planète qui passe devant cette étoile rouge, et la taille relative de la planète par rapport à l'étoile, elle va être beaucoup plus favorable. Et donc ça va être beaucoup plus facile de trouver ce point lumineux que vous voyez ici sur l'étoile rouge, que de trouver ce point lumineux ici que vous voyez sur l'étoile jaune solaire. Et donc depuis depuis typiquement 10 ans, il y a eu énormément de campagnes d'observation avec cette méthode, mais aussi avec d'autres méthodes, comme par exemple la méthode qu'on appelle de vitesse radiale, qui tend aussi à favoriser l'observation des petites planètes autour de ces étoiles rouges. Et cette stratégie s'est révélée payante, puisque depuis 2011 à ici 2020 sur ce diagramme, le nombre de petites planètes tempérées, par petites planètes tempérées, j'entends, des planètes qui font ici à peu près, une masse qui est à peu près 5 fois inférieure à celle de la Terre, une taille qui fait à peu près 1,6 fois celle de la Terre, et puis une insolation qui est à peu près inférieure à 5 fois celle de la Terre, qu'on pourrait grossièrement définir comme des planètes qu'on pourrait mettre dans la catégorie des planètes rocheuses tempérées. Et bien vous voyez que première détection en 2011, donc là on a 1, et puis en 2020, on est quasiment à 40-50, et aujourd'hui, on est autour de 50-60. Et donc là, vous voyez aussi que le nombre de petites planètes dans cette catégorie, grâce à l'observation des petites étoiles rouges, en fait, elle a marché, elle a fonctionné, et ça, c'est très intéressant, parce que, donc ce nombre a augmenté, et ça, c'est très intéressant parce que pour la première fois, on a détecté des candidats, des exoplanètes, qu'on va pouvoir étudier en plus de détails pour en savoir plus, par exemple, sur leur composition, sur leur atmosphère, et peut-être plus encore. En particulier, il y a 3 systèmes qui ont été découverts dans les quelques dernières années et qui sont vraiment emblématiques pour notre domaine. Peut-être ces noms-là vont parler à certains d'entre vous dans la salle. Le premier, Proxima b, qui a été découvert en 2016, qui est une planète rocheuse qui a une masse, on pense, comparable à celle de la Terre, un peu plus massive, et qui a la particularité d'être non seulement dans cette zone habitable dont j'ai parlé, donc à la bonne distance de son étoile, mais qui est aussi, ça c'est l'aspect un peu le plus fabuleux, qui tourne autour de l'étoile la plus proche du Soleil, Proxima du Centaure. Le deuxième système emblématique qui est vraiment, d'un point de vue d'un astronome en tout cas, franchement plus intéressant en tout cas pour l'instant, c'est le système TRAPPIST-1. C'est un système qui a été découvert en 2016 puis 2017, ça s'est fait en plusieurs temps, sa découverte. C'est un système d'au moins 7 planètes qui font toutes à peu près la masse, la taille et à peu près la même insolation que les planètes rocheuses du système solaire dont je vous ai parlé avant, donc Mars, Vénus et la Terre. Et donc c'est un laboratoire, si vous voulez, naturel qui est incroyable, fantastique, pour pouvoir étudier des planètes similaires finalement à ces planètes telluriques de notre système solaire, mais autour d'autres étoiles que le Soleil. Et puis il y a un dernier système qui est un peu moins connu, mais qui est tout aussi fascinant, qui est le système de LHS 1140, qui est constitué de 2 planètes, une planète tellurique très chaude, un peu moins intéressante, et une deuxième, LHS 1140b, qui est une planète de type super-Terre tempérée, une planète qui fait à peu près 5 fois la masse de la Terre et qui reçoit à peu près la même quantité de lumière, un peu moins en fait. Et en particulier, ces 2 systèmes que vous voyez ici, je vais en parler beaucoup pendant le reste de ma conférence, parce que c'est la première opportunité que l'on a à disposition d'en savoir plus sur l'atmosphère, le climat, l'habitabilité de planètes rocheuses, potentiellement rocheuses, en dehors du système solaire. Et pour essayer de vous illustrer un petit peu le genre de choses qu'on fait avant de sortir tout l'attirail du James Webb, etc., des plus gros télescopes, j'aimerais vous montrer simplement un exemple. Ce que je vais vous montrer sur ce diagramme, ça représente toutes les exoplanètes que l'on connaît et dont on connaît à la fois la masse et le rayon. Ça veut dire qu'on a dû utiliser au moins 2 techniques différentes d'observation pour pouvoir accéder à la fois à une mesure de la taille et de la masse de la planète. Donc ici, ce que vous voyez sur le diagramme, c'est sur l'axe horizontal la masse de la planète et sur l'axe vertical le rayon de la planète. Ça, c'est dans un monde idéal. Dans la vraie vie, bien sûr, il y a des grosses barres d'erreur, d'incertitude sur ces mesures. Donc ça, c'est plus la réalité. Chaque planète, en fait, est mesurée avec un certain, pour sa masse et pour son rayon, degré d'incertitude. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que si on a une mesure de masse et de rayon d'une planète,
on peut commencer à dire des choses sur la composition de ces planètes. En particulier, on peut construire à partir de modèles théoriques comment la taille d'une planète devrait varier en fonction de sa masse si elle était composée, par exemple, donc là j'ai mis les planètes du système solaire par référence, de fer pur, d'eau pure ou encore d'hydrogène. Donc simplement quelques mots là-dessus. Vous voyez par exemple si vous êtes dans cette région-là, vous êtes une planète de type planète géante comme Jupiter et Saturne, donc une grosse boule de gaz dominée par l'hélium et l'hydrogène. Si vous êtes dans cette région-là, vous êtes de catégorie ce qu'on appelle tellurique ou super-Terre, donc dominé, si vous voulez, en masse par soit du fer, soit de la roche. Et donc vous voyez en particulier que la plupart des exoplanètes que l'on connaît, presque toutes, si on considère les mesures d'incertitude, sont au-dessus de cette limite théorique du fer pur, qui est presque l'archétype, si vous voulez, qu'on peut imaginer de planète la plus dense possible que l'on puisse fabriquer. Et puis, on a entre les deux tout un tas d'objets qui sont des objets un peu hybrides entre des objets rocheux, qui peut-être ont beaucoup d'eau, peut-être ont beaucoup d'hydrogène, et dont justement toute la communauté, si vous voulez, scientifique qui étudie les exoplanètes est en train d'essayer d'élucider de quoi sont faits ces objets. C'est l'une des grandes quêtes à l'heure actuelle du domaine des exoplanètes. Moi, j'aimerais attirer votre œil sur un aspect bien particulier, qui sont le cas des toutes petites planètes tempérées. Et en particulier, je vous ai parlé tout à l'heure de quelques planètes. Les planètes du système TRAPPIST-1 et les planètes du système LHS, ce sont en fait les deux seuls systèmes planétaires pour lesquels on a des petites planètes tempérées et dont on a été capable de mesurer la masse et le rayon de manière simultanée. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir, avec ces planètes, faire le même exercice que je viens de faire avec toute la diversité des exoplanètes. Et le truc le plus fou, et qui est aussi une des raisons pour laquelle ce système est vraiment fantastique, ces systèmes sont vraiment fantastiques, c'est que sur ce diagramme, vous voyez, enfin en tout cas vous ne le voyez pas mais vous allez le voir dans un instant, les barres d'erreur ou les incertitudes sont inclus sur les points. Je vais faire un petit zoom pour que vous puissiez un petit peu profiter de cette prouesse. Donc vous voyez ici, en noir, ce sont toutes les planètes ici de petite taille, de petite masse si vous voulez, donc on a été capable de mesurer. 100% d'entre elles, en noir, sont trop chaudes pour la plupart pour qu'on puisse appliquer ces concepts d'habitabilité. Mais ces deux systèmes, TRAPPIST-1 et LHS 1140, elles ont non seulement les bonnes propriétés en termes de masse, de taille et d'insolation, mais ensuite, et surtout, en particulier du fait que, de 1, elles soient très très proches de nous. Ce sont deux systèmes qui sont très proches de nous, donc faciles à étudier. Et deuxième aspect, ils tournent autour d'étoiles qui sont toutes petites. Et on était capable de mesurer très précisément la masse, ici, et le rayon de ces planètes. Et ça, c'est assez fantastique, fabuleux, je dirais même, parce que, alors si j'isole uniquement ces planètes-là, on va pouvoir commencer à jouer, simplement grâce à ces mesures de masse et de rayon, avec ces relations théoriques de masse-rayon, pour essayer de savoir de quoi sont faites ces planètes-là. Je vous fais une petite comparaison ici avec Mars, Vénus et la Terre, pour que vous ne soyez pas trop dépaysés sur ce diagramme. Donc vous voyez il semblerait qu'à l'ordre 1, toutes ces planètes-là, elles ont l'air de tracer une ligne à peu près droite, ce qui suggère qu'elles ont une composition a priori relativement similaire. Et puis là, on va pouvoir commencer à ajouter ce qu'on appelle des relations masse-rayon. Encore une fois, je me répète, mais pour être sûr que tout le monde a bien compris, ces relations, elles décrivent simplement comment, si je me donne une masse donnée, devrait être le rayon de la planète si je fais l'hypothèse que cette planète ici est faite uniquement de fer. Donc, encore une fois, ce scénario est très théorique, mais il permet de vous donner une idée de quelle devrait être la relation entre la masse et le rayon d'une planète qui est la plus dense possible qu'on puisse imaginer, faite uniquement de fer. Donc, vous voyez qu'aucune des planètes ne colle avec ce scénario. C'est plutôt rassurant. On a ensuite un deuxième scénario qui est en fait le scénario d'une composition d'une planète rocheuse qui serait composée d'à peu près 30% de fer. En fait, ça, c'est le scénario qui explique bien la composition de ces trois planètes telluriques du système solaire, Mars, Vénus et la Terre, et que vous voyez que ça, finalement, ça colle assez bien avec ces observations qu'on a de la masse et de rayon de Mars, de la Terre et de Vénus. Et puis enfin, on peut mettre un scénario le extrême, qui est ce qu'on appelle le scénario d'une roche pure, qui est cette fois-ci le scénario inverse, c'est-à-dire on se pose le raisonnement qui est quelle serait la relation masse-rayon de la planète rocheuse la moins dense que l'on puisse imaginer. D'accord ? Donc ce serait une planète faite uniquement de roches, sans noyau de fer. Et ça vous donne la relation que vous avez ici en noir. Donc vous voyez que ces planètes, par exemple, du système TRAPPIST-1, elles sont entre les deux, à peu près.
Donc ça, c'est plutôt rassurant. Ça veut dire qu'on a de bonnes chances, et on a d'autres observations qui le confirment, que ces planètes sont bien de type tellurique. Par contre, ce qu'on observe, c'est que certaines des planètes, en particulier les plus externes du système, la planète F et la G, elles semblent être un peu moins denses que les autres. Alors, est-ce que c'est parce qu'elles ont un peu d'eau? Peut-être que l'eau, qui est un peu plus légère, tend à diminuer la densité de ces planètes-là. Ça, c'est une énigme en cours, on n'en a pas encore de certitude. L'autre système qui est vachement intéressant, LHS 1140, vous voyez que cette fois-ci, les densités sont un peu plus faibles. Donc, les planètes ont un rayon un peu plus grand pour une masse donnée. Et en particulier, j'aimerais vous alerter sur, vous mentionner un aspect, qui est ici le cas de LHS 1140b, qui est un cas qui est assez curieux, parce que vous voyez que si on regarde le point d'un peu plus près, on se rend compte que ce point, il est juste au-dessus en fait, de cette limite théorique de quel devrait être finalement le rayon le plus grand possible que l'on puisse imaginer d'une planète tellurique. Et donc ça nous laisse penser que si ce signal est réel, ce qui semble être le cas, la planète LHS 1140b, elle a besoin d'éléments supplémentaires dans sa composition pour expliquer son rayon très grand. Et ça, il y a essentiellement deux scénarios qu'on a à disposition pour expliquer ça. Soit la planète a une atmosphère dans laquelle il y a de l'hydrogène, qui va, si vous voulez, un peu comme les planètes géantes, faire gonfler le rayon de la planète. Soit cette planète-là possède de l'eau, beaucoup d'eau, qui permet là aussi de faire gonfler cette planète-là. Et retenez bien ça parce que c'est quelque chose qui va revenir à la fin de ma présentation. Alors ça, c'est ce qu'on peut dire avec les compositions et les relations masse-rayon entre planètes, mais la vraie révolution qui est en cours, c'est l'étude des atmosphères. Pour la première fois, et depuis quelques années, quelques dizaines d'années tout au plus, on a des outils astronomiques pour sonder les atmosphères et surtout la composition des atmosphères des exoplanètes. Et donc dans les quelques prochaines minutes, je vais d'abord vous présenter un petit peu un panorama des techniques qu'on a à disposition, dans le cas des planètes les plus favorables à observer, donc les Jupiter chauds, simplement pour vous faire d'abord une première démonstration de ces techniques et de comment on peut les utiliser pour observer des atmosphères. Je vous ai parlé pas mal au début de la conférence de la méthode des transits, donc je pense que maintenant je me répète un peu. Mais pourquoi j'en reparle? Parce qu'en fait, il existe un peu une version améliorée ou pimpée, si vous voulez, de la méthode des transits, qu'on appelle la méthode de spectroscopie de transit, qui consiste plus ou moins à faire la même chose, mais observer un transit, donc là on va observer la planète qui passe devant son étoile, en regardant comment ce transit, comment cette profondeur de transit, d'accord, change en fonction de la couleur ou de la longueur d'onde à laquelle on observe la planète. Sur une planète, par exemple, qui n'aurait pas d'atmosphère, qui aurait simplement une surface comme, je sais pas, par exemple Mercure, qui est complètement dénuée de l'atmosphère, vous faites passer Mercure devant le Soleil, d'accord, vous allez voir un spectre qui est complètement plat, puisque finalement la taille de Mercure, elle ne va pas dépendre de la couleur ou de la longueur d'onde à laquelle on va l'observer. Par contre, si vous faites passer une planète comme la Terre, ou comme Jupiter, ou comme Saturne, des objets qui ont des atmosphères, ce qui va se passer, c'est que les molécules qui sont présentes dans l'atmosphère de la planète, qui sont identifiées ici par ces couches en vert, violet et jaune, elles vont absorber la lumière. Et donc, en fonction de la composition de l'atmosphère, les couches qui vont absorber vont changer, et en particulier le rayon de la planète, le rayon apparent que l'on va mesurer de la planète va changer. Je prends un exemple. Vous avez probablement appris à l'école que le rayon de la Terre, c'est 6371 km. Ça, c'est le rayon de la Terre, si on définit le rayon de la Terre comme étant celui de sa surface. D'accord ? Si on fait le même exercice et qu'on fait passer la Terre devant le Soleil, et qu'on l'observe par exemple dans les longueurs d'onde de l'infrarouge, là où par exemple à 15 microns, le CO2 va absorber très efficacement le rayonnement ici du Soleil, d'accord ? C'est la raison pour laquelle le CO2 absorbe à 15 microns, c'est aussi ce qui produit l'effet de serre du CO2 sur Terre. C'est exactement le même mécanisme derrière. Et si vous observez la Terre dans l'infrarouge autour de 15 microns, la Terre elle va paraître plus grosse. Elle va paraître plus grosse puisque dans la couche, si vous voulez, supérieure de la Terre, il va y avoir du CO2 qui va être opaque à la lumière et qui donc va faire comme si la Terre était plus grande. Et donc en mesurant comment le rayon de la planète va changer en fonction de la couleur ou de la longueur d'onde, on va pouvoir non seulement mettre en évidence l'existence d'une atmosphère, mais aussi on va pouvoir éventuellement identifier des molécules de la vapeur d'eau, du CO2, du méthane, de l'ozone, etc. dans l'atmosphère de la planète. Alors pour mettre la technique au point, on a besoin des télescopes les plus performants qu'on a à disposition soit sur Terre, soit dans l'espace. J'en ai pris une petite sélection des instruments qui, à mon sens, sont les instruments qui ont joué le rôle le plus majeur dans l'étude des atmosphères d'exoplanètes.
D'abord le télescope spatial Hubble, ensuite le télescope spatial Spitzer, qui malheureusement n'est plus en opération aujourd'hui, et enfin le Very Large Telescope, qui est un réseau de 4 télescopes de 8 mètres, qui est situé au Chili. Et je vais vous montrer un exemple, probablement l'exemple le plus important dans l'étude des atmosphères d'exoplanètes, qui est ici ces résultats qui sont extraits d'un travail de revue conséquent, qui a été publié en 2016 dans la revue Nature, et qui vous montre, alors vous n'avez pas besoin de tout comprendre sur le diagramme, je vais essayer de vous expliquer un petit peu la base, qui vous montre pour chaque couleur, ici vous avez une planète, d'accord? Donc là, la planète WASP 17b, ici la planète WASP 39b, etc. Donc chaque courbe que vous voyez de couleur correspond à une planète. Les petits points que vous voyez ici, ça correspond aux vraies mesures qui ont été faites par le télescope ici, Hubble, et ici par le télescope Spitzer, d'accord? Et les courbes que vous voyez ici correspondent à des modèles théoriques qu'on vient coller à ces données pour essayer d'expliquer finalement les observations qu'on a à disposition. Si ces planètes-là, qui sont ici toutes de type Jupiter chaude, donc des grandes planètes très chaudes, si ces planètes-là n'avaient pas d'atmosphère, bien sûr c'est absurde, parce que si une Jupiter chaude par définition, elle a une enveloppe de gaz, donc elle doit avoir une atmosphère, mais si elle n'avait pas d'atmosphère, on s'attendrait à avoir un spectre en fait complètement plat. Donc ici une courbe complètement plate, d'accord? Le fait que ces courbes que vous voyez ici et ces points ici semblent varier avec la longueur d'onde ou la couleur, ça nous indique que non seulement ces planètes-là ont une atmosphère, mais surtout il existe des molécules ou des atomes qui sont présents dans l'atmosphère de ces planètes qui créent ces variations ici de rayons de la planète. Par exemple, vous voyez la petite variation ici de rayon qui est ici, on pense qu'elle est due à la présence de vapeur d'eau dans l'atmosphère de cette planète. Et donc cette détection que vous voyez ici, c'est l'une des toutes premières en fait, détections de vapeur d'eau dans l'atmosphère d'une exoplanète. Passons maintenant à une deuxième technique d'observation qui fonctionne presque tout aussi bien. Cette méthode, c'est ce qu'on appelle la méthode des éclipses secondaires. Donc tout comme quand une planète passe devant son étoile, la planète va cacher une partie de la lumière de l'étoile, et donc on peut exploiter ça pour en apprendre plus sur son atmosphère. Si la planète, cette fois-ci, passe derrière son étoile, c'est l'étoile qui va cacher la planète. Ce qui veut dire que si on compare une observation, par exemple, de la planète ici qui est, par exemple, à côté de l'étoile, et puis qu'on refait une deuxième observation où la planète est derrière l'étoile, ce qu'on va pouvoir faire, c'est mesurer la différence entre les deux, et donc accéder finalement au photon ou à la lumière qui est directement émise par la planète. Donc si la planète est très chaude, par exemple chaude comme une étoile, ou presque aussi chaude, elle va émettre beaucoup de lumière. Si une planète est froide, elle va émettre peu de lumière. Et donc cette technique, elle a pu être exploitée aussi avec ces mêmes télescopes, en particulier le télescope Spitzer et le télescope Hubble, qui ont extrêmement bien fonctionné. Ce que vous voyez ici, c'est encore une fois une collection des meilleurs spectres que l'on a à disposition, qui vous montre, chaque courbe ici correspond, là encore une fois, à une planète. Là encore, on a affaire quasiment que à des Jupiters chauds, des planètes très grandes, très chaudes. Encore une fois, pourquoi? Parce que ce sont les plus faciles à observer. Et donc ce que vous voyez ici, c'est que si ces planètes n'avaient pas d'atmosphère, on s'attendrait à ce qu'elles suivent ces courbes en pointillés que vous voyez ici, d'accord? Toutes ces courbes-là. Toute déviation des mesures à ces courbes que vous voyez ici théoriques est probablement indicateur de la présence d'une atmosphère sur ces planètes-là. Et en particulier, si on prend un exemple, alors je cherche une exoplanète qui est ici, en particulier celle-ci que vous voyez ici, qui s'appelle WASP 43b, qui est une planète qui a été beaucoup étudiée. Vous voyez que la petite baisse ici, que vous voyez, nos signal par rapport à cette courbe en pointillé, et là encore une fois, elle nous indique la présence de vapeur d'eau dans l'atmosphère, puisque la vapeur d'eau qui est présente dans l'atmosphère de la planète bloque le rayonnement thermique de la planète, et donc autour de ces couleurs, autour de ces longueurs d'onde, empêche finalement la planète de briller autant qu'elle devrait le faire si elle n'avait pas d'atmosphère. Donc là, vous avez un deuxième exemple de technique qui est très utilisé, très prolifique dans l'étude des exoplanètes et qu'on peut utiliser pour sonder l'atmosphère d'une planète. Et puis enfin, la troisième technique phare, qui fonctionne là encore merveilleusement bien, c'est la technique qu'on appelle des courbes de phase thermique. Donc cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est pas étudier uniquement le passage de la planète derrière l'étoile, mais on va étudier le cycle complet. La planète, finalement, va faire un tour complet autour de l'étoile. Et donc au fur et à mesure que la planète tourne autour de son étoile, de temps en temps, elle va nous montrer ses faces non éclairées, donc ses faces froides, et puis de temps en temps, elle va nous montrer ses faces éclairées, donc chaudes. Et donc on va pouvoir, en mesurant finalement l'émission de l'étoile et de la planète en même temps, mesurer une variation de la quantité de lumière qui est émise par la planète.
Et c'est ce que je vous illustre ici sur l'un des tout plus beaux résultats d'une courbe de phase thermique qui a été observée avant le James Webb, d'une exoplanète, là encore, une exoplanète de type Jupiter chaud, HD 189 733b. Et donc ce que vous voyez ici, c'est le flux, donc la quantité de lumière qu'on reçoit de la planète et de l'étoile en fonction du temps. D'accord ? On va vraiment pointer notre télescope ici Spitzer sur l'étoile et on va observer comme ça pendant 1 ou 2 jours de manière continue et on va mesurer la quantité de photons qui nous viennent de l'étoile. Et donc ce qu'on voit, c'est d'abord ce signal que vous voyez ici qui correspond finalement à la variation de lumière qui est émise par la planète au fur et à mesure qu'elle tourne autour de son étoile et nous montre progressivement soit sa face chaude quand elle est ici, soit sa face froide quand elle est ici. Et puis, c'est ce qui est assez fabuleux sur cette courbe, on voit aussi la présence de l'éclipse, ici, et du transit. Donc, pour résumer sur cette observation qui est vraiment fabuleuse, on observe la planète, elle nous montre sa face chaude, c'est normal puisqu'elle est derrière son étoile, sa face éclairée. On voit une éclipse, ici, donc la planète passe derrière l'étoile, puis ensuite elle tourne progressivement autour de l'étoile jusqu'à nous montrer sa face froide. Là, elle passe devant l'étoile, on a un transit, puis la planète retourne de l'autre côté de l'étoile jusqu'à nous montrer sa face chaude et on récupère une éclipse. Ça, c'est à mon sens, avant le James Webb, l'une des plus belles observations qu'on a à disposition sur l'étude d'une exoplanète. Et simplement quelques mots pour vous aider un petit peu à comprendre la suite de la présentation. Ces courbes de phase, elles sont extrêmement intéressantes puisqu'elles donnent une indication de la manière dont l'atmosphère est capable de redistribuer la chaleur. Sur une planète qui n'aurait pas d'atmosphère, on s'attend à ce que la face éclairée, un peu comme sur la Lune au final, soit très très chaude, et puis la face non éclairée soit très froide. Et donc on s'attendrait à avoir des variations extrêmes, un peu comme je le montre avec mon laser, des variations extrêmes comme ça. Sur une planète qui au contraire a une atmosphère qui redistribue la chaleur très efficacement, on va s'attendre à ce que les contrastes de température soient diminués entre les différents endroits de la planète, et donc on va venir lisser finalement cette courbe jusqu'à, dans certains cas, peut-être avoir une courbe complètement plate. Donc ça, tout ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant, c'est un peu l'état de revue, si vous voulez, de toutes les méthodes d'observation, avec quelques exemples concrets pour le cas des Jupiter chauds, pour étudier les atmosphères d'exoplanètes avant le James Webb. On arrive maintenant au James Webb. J'espère que vous allez tous être fascinés par ce qui arrive, parce que c'est assez fantastique. Une vue d'artiste du James Webb. Et puis pendant que je vais vous parler un petit peu de la mission, en particulier dans le cas des exoplanètes, je vais vous montrer à gauche la séquence de déploiement du James Webb, qui est, je pense, une des plus grandes prouesses technologiques de notre ère moderne. Alors, le James Webb a été lancé il y a plus de 2 ans maintenant, le 25 décembre 2021, jour de Noël. Superbe cadeau. Il possède un miroir de 6,5 mètres de diamètre. C'est simplement colossal. Et vous voyez ici que ce miroir était tellement grand qu'il a fallu le plier et ensuite le déployer pour qu'il puisse rentrer dans la fusée et donc fusée Ariane, et pouvoir ensuite bénéficier de toute cette surface collectrice. Surtout, le télescope James Webb est doté de 4 instruments qui sont capables d'observer la lumière des longueurs d'onde visibles, donc des longueurs d'onde, des couleurs qu'on est capable de percevoir avec nos yeux d'humain, jusqu'aux longueurs d'onde de l'infrarouge, donc là pour les connaisseurs, jusqu'à à peu près 25-30 microns. Et donc on a à bord du télescope spatial James Webb 4 instruments qui ont chacun un peu leur spécificité et qui permettent d'observer des exoplanètes, mais pas que, des galaxies, etc. Toute une diversité d'objets astrophysiques à toutes ces longueurs d'onde-là. J'aimerais vous alerter vous parler de 2 choses. Il y a 2 transformations à ma connaissance qui sont vraiment fondamentales pour l'étude des exoplanètes. D'abord, un télescope de très grande taille, 6,5 mètres de diamètre. Alors vous allez me dire, c'est grand, mais par rapport au VLT, par exemple, qui est composé de télescopes de 8 mètres, c'est de taille comparable. La grosse différence avec le James Webb, c'est qu'il est capable d'observer en particulier dans les longueurs d'onde de l'infrarouge. Pourquoi on ne peut pas le faire depuis la Terre ? Puisque en fait, l'atmosphère de la Terre et des molécules de la Terre, comme par exemple le CO2 dont je vous ai parlé tout à l'heure, est complètement opaque, par exemple à 15 microns. Et donc si on a un télescope sur Terre et qu'on veut observer à 15 microns, on est complètement aveugle puisque l'atmosphère nous empêche de le faire. Et donc pour ça, alors c'est pas le seul problème, il y en a d'autres, mais pour ça, on a besoin d'envoyer un télescope dans l'espace et c'est ce qu'a fait le télescope James Webb. Passons maintenant aux exoplanètes, simplement pour vous donner quelques ordres de grandeur. En 2 à 3 ans d'opération, on va avoir, et on a déjà près de 150 exoplanètes qui ont été observées par le télescope, donc c'est vraiment monstrueux.
Au total, ça correspond à peu près à 110 jours cumulés d'observation sur le James Webb, de temps simplement uniquement dédié à l'étude des exoplanètes. Et bien sûr, ce temps va croître dans les années à venir. À peu près 100 avec la méthode de spectroscopie de transit, dont je vous ai parlé en premier, 35 avec la méthode des éclipses secondaires, dont je vous ai parlé en deuxième, et 8 en courbe de phase thermique, qui sont des observations très coûteuses, puisqu'il faut observer pendant très longtemps la même étoile. Puis enfin, 50 exoplanètes vont et sont observées dans la catégorie petite taille, donc c'est-à-dire des planètes qui sont plus petites que 2 fois le rayon de la Terre, et celles qui vont nous intéresser le plus ici, 6 exoplanètes qui rentrent dans la catégorie des planètes de type petite taille tempérée, donc en gros des planètes qui ont une masse, une taille, une insolation qui sont à peu près comparables à la Terre. Et ça, c'est la première fois, en tout cas avec le James Webb, qu'on a la capacité de sonder en détail ces objets-là. Alors pour vous montrer un petit peu toute la diversité des exoplanètes qu'on a découvert et qu'on est en train d'étudier avec le télescope James Webb, je vous montre ici un autre diagramme qui représente l'ensemble des exoplanètes que l'on connaît à l'heure actuelle en fonction de 2 paramètres. Le premier, sur l'axe horizontal, correspond à une estimation de la température. Encore une fois, ce ne sont pas des mesures, mais ce sont des calculs en fonction de la distance entre la planète et l'étoile et de la luminosité de l'étoile. On peut avoir une estimation de la température de la planète. Et puis sur l'axe vertical, ce que vous voyez, c'est une estimation. Enfin, c'est une estimation, c'est pas une estimation, c'est une mesure de la taille de la planète. Donc, pour vous donner un petit peu de contexte, je vous ai mis ici les différentes planètes du système solaire. Vous voyez qu'elles sont plutôt, par rapport aux exoplanètes qu'on découvre, elles ont des tailles qui sont comparables, par contre elles sont plutôt beaucoup plus froides. Il y a des biais d'observation qui font qu'il est beaucoup plus facile d'observer et de mesurer des planètes qui sont très chaudes. Toutes ces planètes-là, ici, sont des planètes qui sont de l'ordre de 500, 1000, 1500, 2000 degrés Celsius. Des planètes qui n'existent pas dans le système solaire. Vous voyez qu'il y a une grande diversité, et ce qui est intéressant, c'est que le télescope spatial James Webb, il a été prévu, ces observations ont été prévues pour explorer toute cette diversité. Ici, je vais vous montrer toutes les planètes, ces 150 planètes dont on a parlé à l'instant, qui sont observées par spectroscopie de transit, par éclipse secondaire et par courbe de phase. Et donc vous voyez que ce soit les planètes grandes et chaudes, les planètes petites et chaudes, les planètes grandes et froides et les planètes petites et froides, on va en avoir pour tout le monde et on va avoir des observations très précises, en particulier de l'atmosphère de ces objets, pour toute la diversité des planètes. Et à l'heure actuelle, un des grands travaux de la communauté, c'est d'analyser, d'exploiter ces données, mais aussi d'essayer de leur donner un sens à l'échelle de population de planètes. Et ça, c'est justement un des enjeux à l'heure actuelle de l'étude de ces planètes. Et donc ce que je vais faire, après vous avoir donné un petit peu le contexte de toutes ces observations qui ont déjà eu lieu et qui sont en train d'avoir lieu, je vais prendre quelques-unes des plus belles observations du James Webb pour aller progressivement des planètes très chaudes et grandes vers des planètes qui sont de plus en plus petites et froides. Donc les planètes qui nous intéressent dans cette conférence. Commençons d'abord par WASP-39b. WASP-39b, pourquoi je vous en parle? Parce que c'est en fait la toute première exoplanète dont les résultats ont été divulgués à la communauté, publiés si vous voulez, pour la communauté. Donc, cette planète, c'est une planète de type Jupiter chaud. Et là, je vais vous montrer dans la slide suivante le tout premier spectre qui a été, donc un spectre en transit, qui a été observé par le télescope James Webb de WASP-39b. Voilà. Je pense que c'est un des... Bien sûr, en tant que spécialiste exoplanètes, pour moi, je trouve ça fabuleux. C'est un des plus grands résultats à ce stade sur l'étude des exoplanètes. Ce qui est vachement intéressant avec ce spectre, c'est que non seulement on est capable finalement de mesurer avec une très grande qualité comment la variation de rayon de la planète change en fonction de la couleur ou de la longueur d'onde, mais surtout on a été capable de mesurer de manière sans précédent la présence et l'abondance, donc la quantité de gaz dans l'atmosphère de cette planète. Donc encore une fois, si la planète n'avait pas eu d'atmosphère, on se serait attendu à un spectre complètement plat, et ces variations que vous voyez ici correspondent à la présence de molécules que j'indique ici sur ce diagramme. Par exemple, ici, vous avez une absorption par le CO2. C'était la première fois qu'on détectait du CO2 dans l'atmosphère d'une planète. Non seulement on l'a détecté, mais on l'a détecté avec un niveau de confiance qui est simplement sans précédent. 28 sigma de détection, c'est plus que n'importe quelle détection de molécules dans l'atmosphère d'une exoplanète avant le James Webb. Et ça, je vous garantis que 100% de la communauté, quand elle a vu ce résultat, a été complètement ébahie. Je me permets de faire un petit aparté sur le fait que
étant extérieur à justement cette découverte, j'ai suivi un petit peu des personnes qui étaient en interne. Il y avait certains Français en fait de la communauté qui étaient vraiment en première ligne sur l'étude de cette atmosphère d'exoplanètes. Je dois dire qu'ils ont vraiment fait un travail vraiment admirable parce qu'ils ont joué le jeu de plusieurs équipes indépendamment d'analyser les données, plusieurs équipes indépendamment pardon, il y a un petit écho qui me revient, je sais pas si indépendamment de construire des modèles pour expliquer ces données. Donc ils ont vraiment joué le jeu de faire ce travail à l'aveugle et qui en fait a vachement bien marché et ils sont tous arrivés aux mêmes conclusions et ça a vraiment contribué, si vous voulez, à la confiance qu'a eu la communauté quand on a lu et quand on a pu étudier ce premier résultat de l'étude d'une atmosphère d'exoplanètes avec le James Webb. Donc ça c'est pour une Jupiter chaude. On descend maintenant en température, on est passé à peu près d'ici à ici, vers une des exoplanètes les plus emblématiques du monde des exoplanètes qui s'appelle GJ 1214b. C'est une planète qu'on considère de type mini-Neptune chaude, c'est-à-dire c'est une planète comme Neptune mais un peu plus petite, mais qui est quand même pas mal plus proche de son étoile, ce qui fait que sa température est de l'ordre de quelques centaines de degrés Celsius. C'est une planète qui est très importante pour le domaine des exoplanètes parce qu'elle avait vraiment été matraquée en très grand détail avec le télescope Hubble. Et quand on l'observait, on voyait un spectre complètement plat. Alors, on se doutait que la planète avait une atmosphère parce qu'elle était trop grosse pour être une planète purement rocheuse, trop grande pour être une planète purement rocheuse, mais on n'avait pas la sensibilité des observations pour pouvoir en dire plus. Et là, le télescope James Webb a apporté les premières observations de la planète. Je vous montre ce petit diagramme ici pour ceux qui sont intéressantes, mais ce n'est pas forcément très intéressant. Le résultat intéressant, ça a été pour la première fois, on a démontré qu'une planète de cette catégorie-là avait une atmosphère qui était non seulement composée d'hydrogène, mais aussi d'énormément de vapeur d'eau, donc beaucoup d'eau, alors pas sous forme liquide, la planète est trop grosse et trop chaude, mais sous forme de vapeur, et puis aussi des brumes, donc des particules en suspension, si vous voulez, potentiellement organiques, très réfléchissantes et qui vont impacter l'atmosphère et le climat de cette planète. On descend maintenant encore en température vers une planète qui est devenue ces dernières années assez iconique, qui s'appelle K2-18b et qui est de la même catégorie mini-Neptune, mais qui, elle, est plus froide. Donc on la met dans la catégorie mini-Neptune tempérée. Elle a une insolation et donc des températures qui sont comparables au moins dans les hautes parties de son atmosphère à celles de la Terre. Et là, on a obtenu l'un des plus beaux résultats du James Webb, encore une fois, un spectre en transit. Donc ici, c'est une variation, si vous voulez, en quelque sorte, du rayon de la planète avec la longueur d'onde. Et on a découvert, par exemple, du CO2 et du méthane dans l'atmosphère de cette mini-Neptune. C'était la première fois qu'on détectait, encore une fois, avec autant de confiance, ces molécules-là dans ce genre de planète-là. Un petit aparté sur cette planète, il y a eu beaucoup de débats. Certains ont été retranscrits dans la presse. Pour peut-être ceux qui ont suivi un petit peu l'affaire, vous avez suivi cette histoire-là. Il a été spéculé, notamment par les auteurs de cette étude, à l'issue de ces observations, que peut-être cette planète pourrait être une planète de type ICN, c'est-à-dire une planète avec des océans d'eau liquide à sa surface et une atmosphère épaisse d'hydrogène. C'est un type de planète un peu théorique qu'on avait imaginé, qu'on n'a jamais observé, et les auteurs de cet article ont spéculé que peut-être cette planète-là pourrait être un bon candidat. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais ce qu'on voit avec des modèles théoriques, c'est qu'en fait, quand on prend les abondances de gaz que l'on dérive du méthane, du CO2 de cette planète, on a extrêmement de mal à expliquer en fait l'existence d'océans de liquide sur cette planète-là, parce que l'hydrogène, en fait, un peu comme la vapeur d'eau, mais c'est un peu plus extrême encore, a un effet de serre qui est tellement puissant qu'a priori, un océan ne peut pas être stable sur cette planète-là. Et donc on pense maintenant, en tout cas une grosse partie de la communauté pense, que cette planète-là, même si elle est très intéressante à étudier, n'est pas du tout un bon candidat de planète habitable ou de planète avec des océans. Alors jusque-là, je vous ai parlé de planètes, surtout de planètes gazeuses, donc des planètes avec une enveloppe d'hydrogène. Mais je vous ai vendu des planètes de taille, de masse et d'insolation comparables à la Terre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va progressivement descendre ici en taille, et donc on va basculer de cet espace des phases à celui-ci. On va garder uniquement les planètes rocheuses, d'accord ? Et donc là, on va faire un petit tour d'horizon des premiers résultats du télescope James Webb pour les planètes rocheuses, qui ont a priori une surface rocheuse. Tout premier résultat majestueux, publié il y a quelques mois seulement, une exoplanète qui s'appelle 55 Cancri E, qui est une planète qui est de type super-Terre ultra chaude, une planète tellurique ultra chaude,
On pense, et ça c'est un des résultats qui a été publié dans la revue Nature, avoir pour la première fois détecté dans l'atmosphère. Alors, je mets beaucoup de spéculations parce qu'il y a eu des analyses en cours qui ne montrent pas forcément les mêmes résultats, mais qui pourraient potentiellement être la première détection d'une atmosphère, non pas dominée par l'hydrogène, mais ici dominée par le CO2 ou donc le dioxyde de carbone ou le CO, c'est-à-dire le monoxyde de carbone. Et ça pourrait être potentiellement la première atmosphère secondaire que l'on détecte sur une exoplanète. Ce qui est intéressant ici, c'est que une des manières les plus plausibles qu'on a d'expliquer l'existence de cette atmosphère, si c'est confirmé, c'est que cette planète-là, en fait, elle est tellement proche de son étoile qu'on pense que sa surface et peut-être son intérieur, son manteau, sont totalement fondus. Fondus du fait de l'insolation très élevée qui est reçue par la planète. Et donc peut-être que la détection de CO2 ou de CO, de monoxyde de carbone, est liée à l'existence de cette roche liquide. Donc on pourrait qualifier cette planète de potentielle planète océan de magma, hein, une planète qui est couverte d'océan de magma. Et donc ça pourrait être planète, le premier archétype démontré de ce type de planète-là. Descendons maintenant en température. On va vers des planètes, on est sur les planètes rocheuses, mais on descend en température. On va vers ces planètes ici. Il y a eu des campagnes d'observation, en particulier, pour observer les transits de ces planètes-là. Je vais en sélectionner un en particulier, LHS 475b, qui est une planète qui a été observée, une des toutes premières planètes qui a été observée par le télescope James Webb. Et ce qu'on a observé, ici c'est un spectre qui vous montre le rayon de la planète, en fonction de la longueur d'onde, c'est que le spectre est plat. Donc ça, c'est pas forcément une super nouvelle, parce qu'une des manières les plus plausibles d'expliquer un spectre plat, c'est que la planète a perdu son atmosphère. Encore une fois, ici, il y a encore une forme d'ambiguïté, parce qu'il est possible que si cette planète-là a une atmosphère très compacte, que, si vous voulez, le signal laissé par cette atmosphère soit aussi compatible avec la qualité des observations qu'on a à disposition. Et c'est le cas, en fait, pour presque ces 5 planètes déjà observées ici, par le télescope James Webb. Mais il y a des observations qui, elles, nous permettent franchement de trancher. Ce sont les observations qui sont faites de ces mondes, ici LHS 3844b et GJ 367b, d'accord, qui sont des planètes qui, elles, n'ont pas été mesurées en transit, mais ont été mesurées en courbe de phase thermique. Donc vous vous rappelez, c'est la méthode, on observe la planète, son flux thermique, et on l'observe au cours du temps. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est la planète qui passe derrière son étoile, elle nous montre sa phase chaude, et puis ensuite on a une éclipse qui est ici, la planète tourne autour de son étoile, elle nous montre sa phase froide, on a un transit, et puis ensuite elle repasse derrière son étoile, et elle nous montre à nouveau une éclipse. Tout à l'heure je vous ai montré la même chose pour une planète très grande et très chaude, une planète de type Jupiter chaud, mais ici c'est une planète qui est toute petite, hein, elle est même plus petite que la taille de la Terre. Donc c'est vraiment la première fois qu'on fait ça sur une planète aussi petite. Alors elle est très chaude par rapport à la Terre, et c'est pour ça qu'on arrive à faire ce genre de mesures, mais c'est la première fois qu'on fait ça. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que la seule manière qu'on ait d'expliquer, c'est ce que vous voyez ici sur la courbe rouge, une telle amplitude, ici que vous voyez là, c'est que la planète a en fait perdu son atmosphère, n'a pas d'atmosphère. Même chose sur LHS 3844b. Donc ce qu'on va faire, je vous ai promis des planètes tempérées, etc. Donc cette fois-ci, on reste sur les planètes de petite taille, mais on réduit l'espace des phases en température et on va choper celles qui sont ici, d'accord ? On va faire un zoom ici. Et ce que vous allez voir, en fait, c'est que il n'y en a pas beaucoup, hein, des planètes qui restent. Et en fait, on peut même, je vous ai mis leur nom ici. Ça vous rappelle quelque chose. On a les planètes du système TRAPPIST 1, TRAPPIST 1A, G, F, etc. Et puis on a les planètes du système LHS. Donc c'est exactement les systèmes dont je vous ai parlé au tout début de ma présentation, et c'est ceux-là qu'on retrouve, hein, pour des bonnes raisons, parce que c'est vraiment, encore une fois, les plus faciles à observer dans cette catégorie. Et j'aimerais vous prendre l'une des plus belles combinaisons d'observations qui ont été faites, sur lesquelles on a travaillé ces derniers mois et ces dernières années, sont les observations qui ont été faites en émission thermique, donc en éclipse et en courbe de phase, de 2 planètes, TRAPPIST 1b et TRAPPIST 1c, qui sont les 2 planètes les plus chaudes et internes du système TRAPPIST 1. Et donc ce que je vais vous montrer ici, ce sont les toutes premières observations qui ont été faites en éclipse secondaire. C'est-à-dire on va mesurer le signal laissé par la planète quand elle passe derrière son étoile. Ici c'est pour TRAPPIST 1b, une planète rocheuse qui reçoit à peu près 4 fois l'insolation sur Terre. On a ici le premier point d'observation publié dans Nature, deuxième point d'observation publié également dans Nature. Donc vous allez me dire, si je mets ces 2 points-là ici, on n'est pas bien avancé. Ça permet également de mettre en évidence et en avance le fait que
comme de manière générale, pour tous les domaines et pour toutes les questions d'astrophysique, quand on a des observations de la qualité de celle de James Webb, on a besoin également de modèles théoriques pour interpréter et comprendre ces observations. Et c'est ce que je vais vous montrer ici. Par exemple, un modèle qui va vous montrer quelle devrait être la signature laissée par la planète si elle avait une atmosphère dominée par la vapeur d'eau, une atmosphère dominée par le dioxyde de carbone ou sans atmosphère. Vous voyez que là, de ces trois modèles, alors il y en a plein d'autres, hein, ici, il semblerait que c'est le cas sans atmosphère qui a l'air de mieux coller. On peut faire la même chose pour la planète TRAPPIST-1c. Là, on a un peu moins de mesures parce que c'est un peu plus difficile, elle est un peu plus loin, un peu moins chaude, mais on peut quand même le faire. Et donc là, on a le point de mesure unique, mais qui a nécessité des dizaines d'heures d'observation sur le James Webb. Et puis on peut comparer avec nos modèles là. Donc là, par exemple, pour cette planète-là, on peut complètement exclure la présence d'une atmosphère qui serait dominée par le dioxyde de carbone. Alors il semblerait, avec ces peu d'observations qu'on a à disposition, que un des cas qui semble fonctionner pour les deux planètes, c'est le cas sans atmosphère, le cas où les planètes ont perdu leur atmosphère. Mais il y a encore des scénarios d'atmosphère qui sont compatibles avec les données dont on a à disposition. Et pour ça, on a obtenu le plus gros programme d'observation du James Webb. Donc je vous ai mis pas de photos puisque c'est un travail qui est actuellement en cours de publication. Vous faites partie des heureux privilégiés qui ont la chance de voir ces résultats. Ce sont des résultats qui vous montrent les premières observations du James Webb d'une courbe de phase thermique du système TRAPPIST-1 et qui va nous montrer la modulation de l'émission de la planète au cours du temps. Donc là, ce que vous voyez, c'est le flux que nous émet l'étoile, TRAPPIST-1 et ses planètes, et là, c'est le temps. Presque 3 jours d'observation continue de l'étoile. Là, ici, en noir, c'est les points de données, et puis en rouge, c'est un modèle théorique qu'on avait en fait prédit avant même ces observations et qui fonctionne super bien avec le jeu de données. Alors juste petit aparté, c'est un programme qui a été emmené par deux collègues, Michael Gillon, qui est par ailleurs également le découvreur du système TRAPPIST-1, qui est astronome à l'Université de Liège, et Elsa Ducrot, qui a été récemment recrutée comme astronome en France à l'Observatoire de Paris et au CEA. Et donc ce qui est vachement intéressant, c'est qu'on peut exploiter ce signal que vous voyez ici pour essayer d'en apprendre des choses supplémentaires sur les planètes. Une des difficultés qu'on a, et c'est la première fois qu'on se pose ces questions-là pour l'étude des exoplanètes, c'est qu'on a une courbe de phase conjointe, c'est-à-dire qu'on a deux planètes, TRAPPIST-1 et B et C, qui, en fait, en même temps, vont contribuer au signal de courbe de phase. Donc on a deux courbes de phase, finalement, qui se superposent et on essaie d'extraire qui produit quoi. Donc pour ça, je vais passer un petit peu les détails. On a des outils d'analyse qui nous permettent finalement d'extraire ce qui vient de la planète B, ce qui vient de la planète C. Et ça, c'est ce que vous voyez ici, le flux thermique reconstitué pour la planète B, le flux thermique reconstitué pour la planète C. Et donc, en parallèle à ce travail d'observation, on a notamment, c'est le travail de Alice Morel, qui est ici en thèse avec moi, qui a produit tout un tas de modèles pour interpréter ces observations. On a pu arriver aux conclusions suivantes. L'amplitude ici que vous voyez du signal est tellement fort que la seule manière qu'on a de l'expliquer, plausible, c'est que la planète B, TRAPPIST-1b, n'a pas d'atmosphère. Alors c'est un peu triste, c'est un peu la douche froide, mais c'est ce que montrent les observations du James Webb. Et très probablement, alors ça c'est toujours une enquête en cours, parce que le signal est un peu plus difficile à extraire, mais il semblerait que TRAPPIST-1c a probablement également perdu son atmosphère, ou tout du moins n'a pas d'atmosphère épaisse qui viendrait redistribuer efficacement la chaleur. Sinon, on aurait dû en voir la trace sur ces observations. Passons maintenant, et on arrive vraiment à la fin de cette conférence, passons maintenant aux planètes les plus prometteuses. Donc on oublie ces planètes-là dont je viens de vous parler qui sont un peu chaudes et on va vraiment se concentrer sur celles-ci. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y en avait 6. Alors il y en a 2 qui se faufilent ici, dont on va éliminer, c'est TOI 700D et TOI 700E. Ces planètes-là, elles sont bien tempérées, rocheuses, elles ont la bonne masse et le rayon. Mais en fait, le programme d'observation du James Webb, il n'est pas dédié à l'étude de leur atmosphère parce qu'elles sont trop loin, mais à la recherche d'exolunes sur ces planètes-là. Donc une question bien différente du sujet actuel, mais qui est tout aussi fascinant. Et donc si on oublie ces deux systèmes-là, ça nous laisse les planètes du système TRAPPIST-1, les 4 plus loin, les 5 plus loin, et la planète LHS 1140b. Et donc là, j'aimerais vous montrer encore une fois en exclusivité, parce que ce sont des résultats qui sont en cours de publication. Donc encore une fois, s'il vous plaît, pas de photos et pas de diffusion. Observation du système TRAPPIST-1G, l'une des planètes les plus intéressantes et prometteuses du système TRAPPIST-1. Elle a une masse un peu plus élevée que la Terre, pas beaucoup, un rayon un peu plus élevé que la Terre, pas beaucoup, et une insolation un peu plus faible, mais elle a vraiment, si vous voulez, les caractéristiques parfaites sur les concepts finalement d'ozone habitable dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt dans ma présentation. Et là, je vous présente
tout nouveau, ces observations qui ont été obtenues par James Webb, qui ont été emmenées par un collègue qui s'appelle Björn Benneke, qui est astronome à l'Université de Montréal. Et donc ce que vous voyez en noir, ce sont les points d'observation qui ont été mesurés sur la planète Trappist-1G, qui vous montrent comment le rayon varie en fonction de la longueur d'onde. Et donc, en l'état, ce que nous montrent ces données-là, c'est que ces données sont compatibles avec un spectre plat. Deux possibilités. Soit la planète a perdu son atmosphère. Peut-être, ce serait assez malheureux, parce que ça nous ferait un cas de plus, si vous voulez, qui était très prometteur et qui finalement nous apporterait une douche froide. Soit une autre possibilité, cette planète-là a, et ça c'est des choses qu'on voit dans nos simulations d'atmosphère. C'est ma spécialité en fait, les simulations d'atmosphère. Et donc on simule ça très bien. Dans un certain nombre de scénarios d'atmosphère, on s'attend à ce que ces planètes aient des nuages. Et donc si c'est le cas, ces nuages, ils vont vraiment venir aplatir ces spectres. Et donc ça, c'est un cas qu'on ne peut pas complètement exclure. On va avoir besoin d'observations supplémentaires pour pouvoir le trancher. Et puis on a un dernier cas. Cette fois-ci, c'est un résultat qui est publié, donc vous avez le droit d'en parler autour de vous, qui est le système LHS 1140, et en particulier la planète LHS 1140b, qui est cette fois-ci une planète super-Terre qui pourrait peut-être avoir des océans. Je vais vous expliquer un petit peu plus pourquoi. Quand on l'observe avec le James Webb, avec deux instruments différents, donc c'est des études un peu simultanées, indépendantes, on observe que le spectre est plat. Alors vous allez me dire, ah mince, encore une fois, un spectre plat, pas bonne nouvelle, la planète a probablement perdu son atmosphère. Sauf que, si vous vous rappelez ce que je vous ai raconté tout à l'heure, je vous avais dit que cette planète-là, elle était un peu énigmatique, parce que quand on mesurait sa masse et son rayon, on voyait que sa densité était plus faible que celle de la planète rocheuse la moins dense qu'on pouvait fabriquer. Et ça, on avait deux manières de l'expliquer. Soit la planète avait une grande quantité d'hydrogène, soit elle avait de grandes quantités d'eau. Et ce qu'on observe avec ces spectres James Webb, c'est que si la planète avait une atmosphère épaisse d'hydrogène, on aurait dû le voir dans les données. Ça, c'est ce que vous voyez dans les courbes que vous voyez ici. On aurait dû voir une signature qu'on n'observe pas. Et donc, en l'état, la manière la plus probable d'expliquer les données qu'on a à disposition, c'est que la planète ait potentiellement de grandes quantités d'eau et que du fait de sa distance à son étoile, il est très probable qu'une partie de cette eau soit sous forme liquide. Donc ça pourrait potentiellement, cette planète-là, en tout cas en l'état, être la cible la plus intéressante et la plus prometteuse que l'on ait à disposition. Et si on veut pouvoir détecter les fines signatures d'une atmosphère secondaire, il va falloir accumuler 2, 3, 4 fois, 5 fois plus d'heures d'observation sur le James Webb. Et c'est ce qu'on prévoit de faire dans les prochains cycles d'observation du télescope. Alors pour résumer un petit peu ce que je vous ai raconté, ça va vraiment être la dernière slide de cette conférence. Un petit peu comme je vous ai raconté sur Terre, la Mars et Vénus, j'ai essayé de vous sortir un petit peu une leçon qu'on a apprise sur l'habitabilité des planètes en étudiant ces objets-là. Je vais essayer de me prêter un peu au même exercice grâce à l'étude de ces exoplanètes avec le télescope James Webb. Et pour ça, je vais utiliser ce diagramme qui est un peu compliqué, mais qui est, je pense, l'un des diagrammes qui est en train de devenir l'un des diagrammes les plus importants dans l'étude des exoplanètes avec le James Webb, et qui vous montre tout un tas d'exoplanètes, ici indiquées par leur nom. Vous voyez la Terre, Vénus, Mars, mais vous voyez aussi Trappist-1e, Trappist-1d, en fonction de deux paramètres. Le premier sur l'axe horizontal, qui est la vitesse d'échappement. Plus cette vitesse est grande, plus ça veut dire que la planète a une forte gravité, et donc elle va finalement facilement garder son atmosphère. Et puis sur l'axe ici vertical, vous voyez l'insolation que reçoit la planète. Donc si vous voulez, c'est une mesure de la quantité de lumière que reçoit la planète, donc une mesure de sa température. Si vous êtes là, vous êtes très chaud, si vous êtes là, vous êtes très froid. Ce qui est intéressant, quand on met les planètes du système solaire sur ce diagramme, ce qu'on voit, c'est qu'il pourrait y avoir une transition dans cette zone que vous voyez en vert, entre des planètes qui ont été capables de garder leur atmosphère, Vénus et la Terre ici, et puis des planètes qui ont perdu leur atmosphère, parce qu'elles sont soit trop petites, soit trop chaudes, soit les deux. C'est le cas par exemple de Mercure. Ce qu'on commence à pouvoir faire avec les exoplanètes, en particulier les exoplanètes qui sont autour d'étoiles rouges, c'est de pouvoir mesurer cette même zone, mais pour les planètes autour d'étoiles rouges. Et il semblerait, et c'est ce que je pense vous avoir déjà montré avec les premiers résultats du James Webb, qu'en fait, il y a beaucoup de petites planètes rocheuses autour de ces petites étoiles rouges qui semblent malheureusement avoir perdu leur atmosphère. Hop, alors je suis bloqué. Non, c'est ici. Et ça, notamment, alors on a ces cas que vous voyez ici, les cas en pointillés qui sont un peu ambigus, mais on a au moins deux cas, ici sur ce diagramme, LHS 3844b, mais le cas le plus emblématique, c'est Trappist-1b, qui sont vraiment frappants, et là on a vraiment la démonstration pour la première fois de planètes rocheuses qui ont perdu leur atmosphère. Et donc il semblerait de ces premiers résultats que pour ces planètes, autour d'étoiles de petite taille, c'est beaucoup plus difficile
de garder une atmosphère. Et ça, c'est un peu la douche froide, parce qu'on espérait que ces planètes-là, parce qu'elles sont les plus faciles à observer, peut-être nous réservent des bonnes surprises. Et il semblerait, en tout cas dans cette première phase d'observation, qu'une grande partie de ces planètes, ici, aient perdu leur atmosphère. Et donc un des grands enjeux à l'heure actuelle de notre communauté d'exoplanètes, c'est d'essayer de positionner cette barre là que vous voyez pour le système solaire, c'est essayer de la positionner pour les étoiles plus petites. Est-ce qu'elle est là ? Ce serait plutôt une bonne nouvelle s'il était là, parce que ça veut dire que ces planètes-là ont gardé leur atmosphère. Ou est-ce qu'elle est là ? Ça, ce serait vraiment la douche froide, parce que ça voudrait dire que toutes les exoplanètes que l'on a à disposition ont perdu leur atmosphère, et ça veut dire qu'il n'y en a aucune qu'on peut étudier pour en apprendre plus sur l'atmosphère et l'habitabilité de ces planètes. Mais, pour finir sur une note positive, je voudrais dire qu'il existe certaines observations, en particulier, je pense vous l'avoir montré pour le cas de LHS 1140b, qui est en fait, sur ce diagramme, le candidat le plus prometteur dans sa capacité à garder une atmosphère, qui peut-être vont nous réserver de bonnes surprises après plusieurs cycles d'observation du James Webb, concernant d'abord la présence d'une atmosphère et peut-être à terme l'existence d'océans ou peut-être de grandes quantités d'eau sur cette planète-là. Et sur ce, affaire à suivre et merci.